Hey coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, on est dimanche, je vous souhaite donc de profiter de cette journée avant que la semaine ne commence à nouveau. Et malgré ces belles réjouissances, on est sur une vidéo un peu moins enthousiasme dans la mesure où je vais vous présenter mes déceptions de 2023 qui sont au nombre de 8 quand même malgré tout. Je pensais pas mais il y en a 8 et sur les 8, il y en a 6 pour lesquels j'étais jusqu'au bout et il y en a 2 que j'ai abandonné en cours de route. À l'heure actuelle, je les possède presque tous encore. Il y en a 2 que je n'ai pas en main propre, donc je vous mettrai une petite insertion. Parce qu'il y en a un, c'était un audio, il me tentait énormément et je voulais voir du coup si ça allait me plaire pour m'acheter le livre. Spoiler alert, il est ici, c'est que ça ne m'a donc pas plu, donc je n'ai pas acheté le bouquin. Et le second, bon bah je l'ai lu, ça m'a pas convaincu, je l'ai revendu sur Vinted, tout simplement. Pour ce que je vais vous présenter, pour certains ça va se passer comme ça, c'est sûr et certain. Pour d'autres, comme c'était un service de presse marqué de manière explicite, etc., celui-là je pense que je vais le donner à la personne qui le souhaitera, je demanderai juste les frais de port en échange, enfin voilà. Il va y avoir des petites spécificités pour tout ce que je vais vous montrer et il y en a que pour un seul de toute cette pile où je vais quand même continuer ma lecture de la saga. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer avec un roman gothique thriller young adulte. Il s'agit de Anatomy Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. On est au 19e siècle à Édimbourg, vous avez ce côté très aristocratie et la place de la femme qui est très spécifique à l'époque et en fait il y a une jeune femme qui se nomme Hazel qui veut pas du tout suivre ses mœurs mais qui veut au contraire devenir médecin, sauf que clairement c'est impossible à l'époque. On suit en parallèle Jack qui est un jeune homme qui pour s'en sortir déterre des cadavres et les vend aux personnes dont finalement ils ont les moyens et l'utilité. Et les deux vont donc se rencontrer parce que elle va avoir besoin de lui, Hazel, pour pouvoir s'entraîner dans la mesure où elle n'a pas le droit de pratiquer la médecine et de ce fait elle va vouloir pratiquer en fait sur des cadavres, donc elle va avoir besoin de Jack. Alors sur le papier ce qui me plaisait, ça a fonctionné, c'est-à-dire que cette ambiance gothique, oui elle était présente et extrêmement plaisante même. Après le côté, parce qu'il y a une enquête, hein, il y a un petit fond de thriller quand même. J'ai tout vu venir mais d'une force. On aurait dit un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, le truc, enfin il n'y avait aucun suspense presque dès le début, c'était tout de suite extrêmement plausible et facilement compréhensible pour le lecteur et ça franchement ça coupe un peu l'herbe sous le pied finalement. Et autre chose qui est quand même un petit peu dérangeant mine de rien, hein, je me suis pas attachée au personnage, c'est à dire que j'avais tout pour m'attacher à Hazel, enfin c'est une jeune femme qui va devoir être mariée de force à quelqu'un qui n'aspire pas du tout à ça mais elle a des rêves plus grands, elle a envie de pouvoir pratiquer un métier qui est normalement dédié uniquement aux hommes, enfin franchement on a tout ce qu'il faut elle et moi pour qu'on puisse s'entendre, mais il n'y a pas eu le truc et pour Jack non plus, donc forcément quand on s'attache pas au personnage ça pose un petit peu problème pour apprécier l'histoire. De plus pour moi le gros bémol c'est que je trouve qu'il est sous-exploité, c'est-à-dire qu'il y avait tellement moyen de faire plus sur certaines choses qui ont finalement été très vite vues, sur lesquelles on est passé très vite dessus et c'est tellement dommage et je pense qu'en fait il a pas forcément sa place en young adulte, new adulte, il devrait plutôt être davantage exploité, davantage puri pour permettre d'avoir peut-être un public différent, un public plutôt adulte en l'occurrence, mais je pense que ça lui aurait été vraiment bénéfique. Après voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont apprécié donc mes avis sont extrêmement personnels dans tout ce que je vais vous livrer, je vais vous expliquer pourquoi comme je le fais là à chaque fois il y a eu une déception de mon côté mais ça ne veut pas dire n'allez pas le lire, voilà c'est simplement mes arguments, à vous de voir si c'est des arguments qui sont valables selon justement vos goûts de lecteur ou non. Un de mes 2 abandons de l'année c'est celui-ci, le premier tome de The Golden Trinity écrit par Mathilde Lambin et à retrouver au sein de la maison d'édition Bémer, c'était d'ailleurs mon premier service de presse avec eux donc autant vous dire que pour un premier service de presse quand tu l'abandonnes c'est un petit peu compliqué. Je ne vous dis pas ça dans le sens où je manquais de crédibilité derrière etc, c'est juste que ça met un petit peu mal à l'aise de se dire trop cool, je suis prise en respect avec eux cette année, génial, je suis partenaire et en fait le premier truc qu'on m'envoie ça le fait pas, c'est toujours un peu délicat. Celui-ci en l'occurrence je pense qu'à un moment donné je vous mettrai une story sur Insta en mode est-ce qu'il intéresse quelqu'un, voilà, et je demanderai juste les frais de port en échange pour celui-ci, tout comme Anatomy Love Story parce que c'était un cadeau donc je ne veux pas revendre un cadeau mais je veux qu'il puisse profiter à quelqu'un de la communauté, du coup je trouve que ça permet de vraiment faire véhiculer et vivre le livre parce que oui les cadeaux c'est extrêmement précieux et je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai la possibilité d'avoir grâce à vous ou grâce à mes proches, mais pourquoi le laisser ici alors qu'il ne m'a pas convaincue? Ce serait dommage alors qu'il pourrait avoir une très belle vie ailleurs. C'est pour ça que pour les deux là, dans tous les cas quand je vous les proposerai, je ne demanderai pas du tout à être payé, simplement les frais de port et on n'en parle plus. Nous sommes ici avec des lycéens et on a une jeune femme qui s'appelle Addison qui est en couple avec un jeune homme, quelqu'un de très réputé dans le lycée, et la veille de la rentrée elle va faire une folie avec un mec dans un bar et lorsqu'elle va aller au lycée le lendemain elle va retrouver ce fameux jeune homme avec qui en apparence tout est beau, tout est rose, autant avec lui que dans le bahut, mais en parallèle il y a sa meilleure amie
amie veut lui présenter son nouveau mec parce qu'elle l'a rencontré cet été et que ça match hyper bien. Et évidemment, ce nouveau mec, c'est celui-là qu'elle s'est tapé la veille au bar, voilà. Bon, déjà, parler de cette manière et avoir cette sexualité, c'est pas que c'est improbable, c'est pas le mot, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est des lycéens, ok, c'est des lycéens. À cet âge-là, j'étais pas en train personnellement hein, d'aller papillonner à droite à gauche pour découvrir ce qu'il y avait dans les slips des messieurs, parce que je n'étais attirée que par les hommes, et c'était pas forcément mon kiff, voilà, non, je me respectais un petit peu plus, en tout cas, il y avait pas forcément besoin quand t'es avec quelqu'un d'aller voir quelqu'un d'autre, enfin, ou alors si t'as ce besoin, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ton couple et tu solutionnes le problème. Bref, on est déjà sur ce manque de maturité certain qui m'a extrêmement dérangée dans ma lecture. Et bien sûr, la jeune femme veut continuer à faire en sorte que ça reste secret, la liaison qu'ils ont eu la veille, elle peut pas remettre en cause toute sa vie, sa meilleure amie, sa relation avec son petit copain, etc. Et plus celui-ci va devoir prendre sa distance, plus finalement il va vouloir se rapprocher d'elle. Enfin, c'est un peu comme les enfants, genre tu ne touches pas à ça, tu ne penses pas à ça, et ben tu ne fais que de penser à ça. Voilà, c'est clairement ça. Et je l'ai abandonné, je crois que j'étais même pas au milieu, vraiment, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que c'est le gros point noir, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est la maturité. Il y a des réactions, je me dis mais non, non, arrêtez tout, ok, arrêtez tout. Je suis d'accord qu'au lycée, on est jeune, on est fougueux, on manque de maturité sur certaines choses. Et c'est normal, ok, c'est normal. Mais il y a des trucs, j'ai dit non, c'est pas possible. Bien sûr que je fais le comparatif avec moi-même et ce que j'ai vécu, mais j'étais à des années-lumière de ce type de comportement, de ce type de réflexion. Par rapport à certaines situations, jamais je n'aurais réagi comme ont fait les personnages. Et en fait, à chaque fois, ça m'a fait fermer des yeux, mais énormes, et puis des jetés d'yeux au ciel et compagnie. Enfin, je me liquifiais petit à petit. Je dis, mais c'est pas vrai, enfin non. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'étais plus en train de souffrir qu'autre chose, je ne prenais pas de plaisir. Donc je me suis dit, bon bah clairement, c'est pas pour moi. Ce qui est extrêmement dommage, hein, parce que vous avez constaté ou pas, nous sommes sur du basket au lycée, vous savez, ou peut-être pas. Je recherche des livres avec comme thématique sportive le basket. C'est un sport que j'ai chéri pendant des années et qui me tient très à cœur. Et très dur de le trouver en littérature, vous avez beaucoup plus tout ce qui va être sport américain de manière générale. Pourtant le basket est extrêmement présent aux States. Mais il passe quand même au détriment des plus gros sports faves, sport stars, etc. Enfin voilà, c'est très dommage. Donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit mais let's go, c'est parti, on y va. Et malheureusement, bon bah voilà, pas pour moi. Trop jeune, manque de maturité, ça a été très désarmant. C'est presque niais tellement finalement les personnages, ils ne prennent pas le temps de réfléchir, d'évaluer les situations. Ils sont extrêmement spontanés et impulsifs et c'était dommage. Voilà, c'est pas pour moi, mais ce sera peut-être plus pour vous. Alors au début, celui-ci, je vous l'aurais présenté un peu en mode unpopular opinion. Mais c'est pas vrai parce que au final, de ce que j'ai vu et lu et entendu, bah c'est quand même assez mitigé sur ce roman et pour moi c'est une déception. Il s'agit de If We Were Villains, écrit par Emile Rio et publié du coup chez Brajon dans la collection Phoebs pour la version brochée, collector tout du moins, et l'autre version est publiée dans la collection Odile. Voilà, vous avez deux collections différentes selon le format du livre. Alors, ici on est sur une ambiance Dark Academia où le théâtre, l'univers théâtre et encore plus Shakespeare est quelque chose d'omniprésent. Vous voyez le mot omniprésent, vous mettez plus à côté. Je préfère vous prévenir. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est ce qui m'a, entre autres choses, extrêmement dérangée. Parce que dans cette histoire, on suit Oliver Marks qui vient de purger une peine de prison pour avoir tué quelqu'un lorsqu'il était à l'école et il vient d'être libéré. Sauf que la personne qui l'a envoyé en prison a toujours senti qu'il y avait quelque chose et lui n'a jamais tout dit. Et une fois d'avoir terminé du coup ses années de prison, l'inspecteur qui est donc à la retraite et ne peut plus rien faire sur l'enquête lui demande de lui dire la vérité, de lui dire tout ce qui s'est passé. Et nous on va voir justement ce qui s'est passé parce que Oliver il faisait partie d'un groupe de copains plus ou moins, mais en tout cas de camarades de classe qui du coup étaient extrêmement intéressés et qui étudiaient énormément le théâtre, les œuvres shakespeariennes, etc. Et à un moment donné il y a eu une faille, il y a eu un problème, il y a quelqu'un qui est mort. Voilà. Et en fait on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, de comprendre est-ce que Oliver est vraiment la personne responsable de tout ceci, etc. Alors vous voyez, on nous dépeint du coup dans la quatrième de couvre qu'il y a un meurtre, ok? Le meurtre il arrive presque de mémoire à la moitié du bouquin. Les gars, on est au courant qu'il y a un meurtre, et c'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'on découvre qui l'a tué. Pourquoi vous le faites venir au milieu du bouquin? Mettez-le bien avant. Vous allez me dire, bah, c'est pour développer justement la personnalité des personnages, m'apprendre un petit peu plus sur eux, et comme ça on peut commencer vraiment à se faire une idée de qui est le meurtrier, parce que sinon c'est pas marrant, le meurtrier est forcément l'un des protagonistes principaux. J'aurais pu l'entendre, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on tournait en rond? Ça avançait pas, et c'était vraiment genre des petites querelles sous-jacentes, des petites tensions sous-jacentes, des petits désirs qui pointent leur nez à droite à gauche, enfin je comprends, c'est des étudiants, etc. C'est des choses un peu classiques qu'on peut vivre
suivre à l'école et ça c'est complètement entendable. Mais honnêtement, c'est pas ça du tout qui m'a permis de comprendre qui était le meurtrier et que j'ai compris extrêmement vite. Enfin, pour moi, ça aurait pu être tranché en deux. Déjà, il y avait beaucoup trop de pages sur cette partie, sur ce développement. Et en fait, bah, justement, tout le côté qui est censé être enquête, qui nous tient en haleine, etc. Mais j'ai vu le truc venir, mais en 2 temps 3 mouvements. Et c'était exactement ça, en fait, exactement ça. Donc encore une fois, extrêmement frustrant d'avoir tout compris. Et on peut se dire des fois, quand tu comprends vite, bah finalement la manière dont ça a été interprété, amené, etc. c'est ce qui peut donner le change. Et bah là, ça n'a pas été le cas pour moi, malheureusement. Je suis également passée à côté d'énormément de références parce que les étudiants parfois s'expriment en réutilisant des sources, en réutilisant des choses qui sont présentes dans le théâtre et encore plus du coup dans ce qu'a proposé Shakespeare. Et moi quand je lisais j'étais là genre en mode je suppose que ça vient de Shakespeare mais je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin quand vous êtes complètement ignorant du milieu, vous passez à côté de plein d'éléments. Parce que ça, je n'ai rien à redire là-dessus. L'auteur, il a fait un travail de fond et de recherche mais conséquent pour avoir réussi à proposer un truc aussi abouti, aussi ancré dans le théâtre et aussi réaliste dans cet univers-ci. Je lui tire mon chapeau imaginaire parce que franchement c'est quelque chose où il a énormément de mérite. Mais voilà, c'est pas une œuvre faite pour moi par rapport à tout ce que je vous ai énuméré. J'ai eu juste un petit truc de surprise à la fin du bouquin, j'étais genre en mode ah bon? Ah bon? Mais c'est genre un élément sur tout le truc, c'est un élément, c'est pas grand chose, voilà. Et petit petite mention, vous avez vu, c'est tout effacé. Ça me rend trop triste à chaque fois que ça s'efface, voilà. Je sais qu'il y en a qui ont adoré, mais moi je fais pas partie de cette team. Je vous disais tout à l'heure, il y en a un que je n'ai pas aimé, mais c'est une saga et je compte la poursuivre. Il s'agit de celle-ci, à savoir The Bounty Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxius. Et cette année j'ai lu le second tome avec ma petite Soli, du coup en lecture commune avec Livrement Addict, et l'une et l'autre, clairement, on n'a pas kiffé. On est dans un univers de dystopie qui se déroule à Londres, tout du moins à Sur London, c'est un peu l'évolution de Londres. Et dans cet univers, on a conscience qu'il y a des êtres qui ont des dons, pour résumer de manière très simple, et il y a une hiérarchie dans ces dons, et ils sont en fait poursuivis par Sur London pour être exploités par rapport à certaines choses. Et notre protagoniste qu'on suit dans la hiérarchie des dons, elle a un des dons les plus puissants qui soit, et donc du coup elle est extrêmement populaire, bien qu'elle cache son identité au sein du gouvernement. Et malheureusement, elle va très vite se faire attraper dans le premier tome, et lorsqu'on pense qu'elle va aller là où doivent être les personnes attrapées, en fait on la dirige tout autre part et on se rend compte que Sur London n'est vraiment qu'une façade par rapport à ce qui se passe derrière. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, bien entendu ça c'est le synopsis du tome 1 et le synopsis du tome 2 je ne pourrais vous en parler sous peine justement de vous donner des éléments complètement clés pour votre lecture du premier tome, mais il faut savoir qu'à la fin du premier tome il se passe un truc, ok, il y a un truc voilà. Donc on débute directement avec cet élément, c'est vraiment la suite logique ce second tome. Et en fait j'ai l'impression que le 3/4 du bouquin c'est on tourne en rond, retourne à la case départ et t'attends qu'il y a un truc qui se passe, t'attends qu'il y a un déclic chez la protagoniste. Mais alors là, mais c'était long et inutile et ennuyeux et oh, le lecteur il subit, le lecteur il attend, et là il a l'espoir qu'il y a un truc, et en fait non, bah non toujours pas. Ou quand il y a un petit truc, là genre en mode bah il va se passer ça. Et ça va finir comme ça. Exactement. Et je peux vous dire que du coup c'était frustrant. C'est ce qu'on s'était dit avec ma petite Soli quand on l'a lu ensemble. C'est heureusement qu'on le lit ensemble parce que je pense que l'une et l'autre on l'aurait mis genre à côté et on n'en parle plus. Il est vrai que sur les réseaux sociaux, les retours autour de cette saga sont les suivants. Le tome 2, il est pas forcément vu comme étant très bon, mais la suite est absolument incroyablissime. Bon, j'ai passé ce fameux tome 2, maintenant ça c'est fait, mais il aurait pu être tronqué, mais genre tronqué. Il y a vraiment le truc intéressant qui arrive dans le dernier quart, voire dernier tiers, et encore je suis généreuse. Là par contre oui, là ça envoie, là on retrouve l'univers du tome 1, on retrouve la fougue et la bravoure et la détermination de notre protagoniste féminine, ça c'était genre hyper plaisant, bien sûr, mais tout le restant, non. Donc du coup, c'est une déception. Voilà, je ne l'ai pas aimé, mais j'ai envie de continuer cet univers. De toute façon, j'ai les 4 premiers dans ma pile à lire, donc il me manque à lire le tome 3 et 4 en l'occurrence, pour être à jour, voilà, parce que j'ai pas envie de lâcher. C'est un univers quand même qui est très construit, qui est bien abouti. Samantha Shannon, je l'ai adoré pour le Prieuré de l'Oranger, qui fait partie de mes plus gros coups de cœur, que je suis en train de me dire, je l'ai pas mis dans le challenge de Nina.
Bref, tant pis. Donc on est terminé, on lâche rien, on poursuit, mais ce tome 2 pour moi est un gros flop. Autre gros flop pour moi, c'est un univers The Vikers avec le premier tome de Hunters of Hell écrit par Marie Luny et publié au sein de la maison d'édition Nisha et etc. Ici on a affaire à une jeune demoiselle qui lorsqu'elle était enfant est donc partie de cet univers de Vikers dans lequel trempaient ses parents parce que son papa a été assassiné et pour la préserver sa mère a voulu partir loin. Le truc c'est qu'à l'époque elle était hyper proche d'un jeune garçon, c'était son meilleur ami et ils étaient même voués à devenir petit copain petite copine parce que lui il est le fils du président et c'est lui qui à un moment donné va devoir reprendre le club. Il y a peut-être eu un tout petit peu changement, je suis désolée, j'ai dû aller voir ma petite pitchoune, mais je reprends. À un moment donné dans la vie de Sora il va se passer quelque chose qui fait que elle va devoir retrouver ce club de bikers de son enfance parce que sa mère a été tuée et que seul le club peut désormais la protéger puisque la personne qui a agressé sa maman en a également après elle. Sauf que maintenant la personne qui régit le club c'était son meilleur ami d'enfance qui ne lui a absolument pas pardonné qu'elle soit partie mais surtout qu'elle ait couper les ponts parce que partir quand on est enfant on n'y peut rien mais couper les ponts ça il lui a jamais pardonné et depuis il est devenu vraiment le bikers par excellence, celui-là qui couche à droite à gauche, qui a le surnom de Ice pour ceux qui ont suivi un petit peu mes délires de cette année, vous savez ce que signifie ce surnom. Enfin bref, du coup c'est devenu un jeune homme tout à fait infréquentable presque dirons-nous, pas du tout sérieux etc mais qui gère très bien par contre son club de bikers et quand elle va comprendre que c'est lui qui le gère désormais, elle va espérer peut-être renouer des liens avec lui sauf que lui clairement il veut pas entendre parler d'elle. Les univers bikers je pensais vraiment pas que c'était un truc fait pour moi mais depuis que j'ai lu Styx Riders de Calypso Caldin chez Hugo collection New Romance, j'adore ça. Franchement c'était une grosse révélation pour moi. C'est peut-être les clins d'œil à la mythologie grecque mais enfin c'est hyper léger, on peut pas dire que c'est une inspi de la mythologie grecque, ce serait absolument et complètement faux. Et du coup j'ai eu envie d'essayer un autre truc dans l'univers des bikers. Et bah celui-là, ma foi, ça l'a pas du tout fait. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers des bikers, c'est un truc qui est assez misogyne. Les femmes ont une place un peu spécifique, dirons-nous, qui n'est pas forcément très appréciable des femmes du 21e siècle, on voit pas du tout les choses comme ça. Et donc du coup c'est assez horripilant. Et la jeune femme a ce tempérament-là. Du coup, elle va complètement à l'encontre des règles, ce qui peut être assez intéressant. Par contre, elle en fait trop et elle fait n'importe quoi. C'est-à-dire que on lui dit que là, il y a une situation dangereuse, il ne faut pas faire ça. Vous pouvez être sûr qu'elle va le faire, qu'elle ne va pas écouter. Et puis les répercussions, oh bah mince alors, enfin, elle ne prend que des décisions de crotte sur crotte. Enfin, au bout d'un moment, c'est une jeune femme, je crois qu'elle a une vingtaine d'années. Encore une fois, on en revient à ça, mais moi, ça me gêne dans les récits contemporains. Un peu de maturité quand même madame. Le fameux Nino, le fameux meilleur pote, bon c'est un peu le stéréotype des bikers comme je vous disais. J'ai un peu de mal avec son côté hyper sexualisé dans le sens où le moindre problème, le moindre chose dans sa life, il va le résoudre par un coup de butoir ou un coup de ice en l'occurrence. Et ça au bout d'un moment, bon, c'est un petit peu lourd mais surtout les deux chien et chat, je te veux pas, je te déteste, je veux essayer de te faire peur, en même temps je te désire et tout. Ce jeu de chat et de souris, je trouve qu'il a pas été orchestré de manière fluide. Voilà, c'est pas bien passé pour moi. Voilà, ce jeu entre les deux personnages, ça m'a pas convaincue du tout. J'ai pas eu d'attirance pour eux, je m'inquiétais pas du destin de Sora qui était menacé, Ice qui essaierait de gérer un peu les problèmes au sein de la compagnie, au sein des bikers et tout. Enfin, tout ça, ça m'a complètement désintéressée. Je suis juste restée jusqu'au bout pour voir un petit peu qui en voulait à Sora, quelles étaient les répercussions, pourquoi on était en arrivé là. Bon, ça c'était déjà un petit peu plus palpitant, un petit peu plus intéressant, mais dans l'ensemble l'univers ne m'a pas convaincue. L'autrice écrit très bien en l'occurrence, j'ai rien à redire là-dessus, mais voilà, sa manière de nous présenter les personnages, leur personnalité, leur évolution, leur manière de tout résoudre avec ce fameux grand S, au bout d'un moment ça m'a un petit peu gavée. Voilà. Je comprends que dans les bikers c'est très important la sexualité, mais pour faire le comparatif et le parallèle avec Styx Riders notamment, j'ai pas du tout eu ce ressenti là, où par exemple les personnages dans Styx Riders, enfin, je m'ai intéressée mais puissance 1000 et j'en ai pleuré sur certains et tout, enfin vraiment c'est énormissime. Là pour moi les deux, j'en pouvais plus, j'ai l'impression d'avoir une tête de linotte et d'un gamin puceau qui voulait se taper tout ce qui bouge alors que finalement il était pas puceau du tout, hein, mais il voulait quand même se taper tout ce qui bouge. Malheureusement pas pour moi donc. Le deuxième livre que j'ai abandonné cette année, c'est le premier tome de la saga Les Vampires de Marchwood, écrit par Shalini Boland, ça a retrouvé chez Corrigan Édition et c'était un service de presse. Voilà, j'ai eu deux DNF et deux
de SP. Bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Dans cette histoire, on suit Madison, une jeune orpheline âgée de 17 ans qui du coup va de famille d'accueil en famille d'accueil avec son petit frère dont elle se sent extrêmement responsable après la disparition des parents. Et en fait ils vont se rendre compte qu'elle va hériter d'un manoir mais absolument gigantissime. La seule contrainte c'est qu'il faut qu'elle y vive pour pouvoir en hériter, donc elle va partir là-bas avec son petit frère et arrivée sur place elle va fouiller parce qu'il y a des choses qui l'intriguent. Elle va découvrir dans sa cave des espèces de cercueils, de sarcophages. Elle va réveiller un vampire. Vous avez également le parallèle sur ce vampire qui se prénomme Alexandre dans son époque à lui où il est devenu vampire. Comment est-ce qu'il a eu cette transformation d'être humain à cette créature immortelle? C'est un petit peu ce qu'on va suivre dans la première partie du récit, tout du moins parce qu'une fois qu'à la rencontre on va aller beaucoup moins dans le passé. Alors vous voyez cette fameuse rencontre, cette fameuse synopsis dont je vous parle, etc. Tout ça débute page 250. C'est-à-dire que jusqu'à la page 250 on n'en voit pas la couleur des vampires alors que bah c'est un livre sur les vampires clairement. Je veux bien que hidden ça veut dire caché. Oui mais non, là c'était un peu très long. Et sur les 250 pages que j'ai lues, le seul moment où j'ai trouvé un petit peu d'intérêt à l'histoire c'est quand Alexandre nous parlait un petit peu de recherche archéologique. Ça j'avoue que c'était assez prenant mais c'est tout, voilà. Sinon avec tout ce qui s'est passé, Alexandre j'ai pas su beaucoup m'attacher à lui, j'étais pas inquiète de son devenir etc. La demoiselle non plus, je la trouve extrêmement provocante, voilà. Je peux comprendre que les traumatismes sont propres à chacun et que par conséquent les êtres humains vont finalement réagir de manière différente, même pour un traumatisme similaire. Mais là, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que je vous dis, elle a 17 ans et elle est provocante fois 1000 dans son comportement et même dans sa façon de s'habiller, elle le dit. Elle le dit que c'est pour déranger, c'est pour se sentir, comment dire, pour attirer les regards, etc. Enfin voilà, elle le dit dans sa façon de parler, de se comporter, etc. Elle le dit clairement qu'elle le fait pour ça. Et donc du coup, ça me dérange beaucoup parce qu'elle est dépeinte comme une jeune femme qui se sent responsable de son petit frère, qui veut tout faire pour lui permettre de grandir dans les meilleures conditions, de rester dans cette famille. Alors la famille n'est clairement pas idyllique, on est bien d'accord, mais je trouve qu'elle manque d'une maturité mais fois 1000. Enfin quand ils arrivent dans la maison, je vais juste vous dire une scène qui ne changera rien à l'histoire, mais juste une scène. Une, c'est-à-dire que il y a une grosse soirée, d'accord, une grosse soirée, elle surveille pas son petit frère, on le retrouve avec une bouteille d'alcool endormie. Bah non, ma grande, enfin, tu te veux responsable. Tu dis que c'est genre, enfin, c'est l'amour de ta vie, t'es là pour le protéger, c'est ton cher, c'est ton sang, c'est ton petit frère, c'est tout ce qui te reste. Mais elle est immature fois 1000. Alors, à 17 ans, on peut pas attendre ce qu'il faut d'une femme, par exemple, de 30 ans, admettons. Je suis d'accord. Mais quand la vie te met face à certaines choses, et que la responsabilité que tu as va vers quelqu'un d'autre que toi-même, je suis désolée, hein, on n'a pas ce comportement-là. On a une responsabilité qui est tout autre, on a un comportement qui est tout autre, on ne fait plus passer nos besoins en priorité, on veut au contraire essayer de rentrer au maximum dans un moule pour apporter du confort, de la stabilité et du bien-être à la personne qui est chère, d'accord? Donc là, je parle un peu en connaissance de cause quand même en disant tout ceci, donc franchement c'est un truc qui m'a horripilé, le comportement de la jeune femme ça m'a horripilé. Et il y a une autre scène, ça me saoule, ça c'est tout le temps avec les vampires, mais là il y a un truc qui a rajouté et qui a fait que ça m'a encore un petit peu plus blasée. C'est la rencontre avec le vampire, parce que la rencontre avec le vampire, il y a eu des faits qui justement font que la jeune femme a envie d'attenter à sa vie, voilà, pour pouvoir protéger la sienne et son petit frère. Et ce qui va se passer, c'est le truc du « Oh, mais il est beau quand même, je vais peut-être le questionner avant de le tuer ». Mais grande, ta sécurité et celle de ton petit frère sont en jeu, il n'y a que toi qui peux y faire quelque chose, et t'es là en train de regarder ses beaux yeux et se dire « Oh, peut-être qu'avant de le tuer, on va peut-être voir ce qu'il vaut ». Bref, non, je ne pouvais pas. Je l'avais lu en lecture commune, enfin, on l'a abandonné l'une et l'autre avec ma petite Aurélie de Livre Ancienne, enfin, vous voyez, j'ai été jusque là. J'ai tenu, vraiment j'ai tenu, je voulais voir l'après-rencontre et tout, et l'après-rencontre c'est la découverte des deux personnages, donc le vampire qui veut voir un peu l'univers dans lequel il se réveille, et elle qui papillonne et qui papillonne et qui papillonne, enfin, non. Malheureusement non. Alors je sais qu'elle a eu de beaux retours pour le coup cette série, j'ai vu que 2 avis négatifs, c'est celui d'Aurélie et le mien du coup, mais voilà, je préfère vous dire un petit peu moi ce qui m'a dérangé, parce que c'est peut-être des éléments sur lesquels vous ne buterez absolument pas, et du coup ce serait potentiellement une lecture qui pourrait vous correspondre. Pour terminer cette vidéo, je vais me décaler parce que j'ai les 2 titres, je les ai plus comme vous en avez fait mention. J'ai donc lu Gothicana, je vais dire une bêtise, c'est pas de Rune,
c'est peut-être de Rune, je sais plus. C'est chez Collection H, donc l'audiobook que je l'avais écouté sur Nextory à l'époque. Et on est sur un roman qui est plutôt assez sombre, un univers qui est dépeint comme étant assez dark, avec une jeune femme qui a été élevée par une maman, je crois, qui est schizophrène, et qui essaye de s'en sortir tant bien que mal, et en fait elle va recevoir une lettre d'admission pour une école assez spécifique. Elle va donc s'y rendre, et sur place, il va y avoir des choses un peu inquiétantes, des disparitions, des ambiances pesantes, enfin un petit peu, vous voyez, ce genre de truc glauque là. En plus de ça, il va y avoir un professeur. Voilà, donc relation prof-élève, relation interdite, si vous aimez pas ça déjà ça va pas vous plaire quoi qu'il en coûte. Et en fait moi ce qui m'a dérangé, c'est ça, le prof-élève. Alors d'habitude, prof-élève, franchement, ça ne me dérange mais absolument pas. Voilà, que ce soit différence d'âge, bon ça dépend, si la gamine elle a 15 ans, l'autre il a 40 ans, je dis pas, mais des différences d'âge, les trucs comme ça me gêne pas du tout. Mais alors là, la relation, je suis désolée, c'est pas dépeint comme une dark romance ou une dark fantasy. Mais alors la relation est extrêmement malsaine. Enfin, la jeune femme, je pourrais pas dire qu'elle est prude, mais elle a pas beaucoup d'expérience dans tout ça. Voilà, avec une maman schizophrène, elle a pas eu beaucoup de liberté. Et là, c'est un peu comme le Grey's Anatomy où t'as pas d'expérience, mais alors tout de suite tu tapes dans des trucs. Oh, non. Non, je ne suis pas d'accord. D'autant plus qu'il a une manière de lui parler. Mais j'ai vrillé combien de fois. J'avais écrit à l'époque sur un papier, et je crois que le papier l'a fini à la poubelle malheureusement, mais il lui demande de faire des choses sexuellement, elle va le faire. Et il va lui répondre, brave fille. Non, non monsieur. Non, on te dit pas brave homme non plus. Ah, ça m'horripilait. Voilà, les réactions de cet homme hein, par rapport à certaines scènes de l'intime, non, son comportement, j'arrivais pas du tout. L'oration était malsaine, très toxique, elle apportait rien aux deux, peut-être pendant un bon moment, je dirais. Ouais non, elle m'a complètement bloqué cette relation. Et comme c'est une romantasy, vraiment la romance elle est principale. C'était la première romantasy de chez Collection H et du coup je suis désolée de ne pas l'apprécier. Mais j'ai pas pu, ça m'a complètement bloqué sur plein de trucs. Par contre l'univers, l'ambiance, les mystères qu'il y a autour de l'école, des enlèvements etc. Alors ça oui. Ça c'était hyper immersif, ça c'était super intéressant, très prenant, on était un peu en mode glauque, un peu c'est pesant, elle va dans des couloirs sombres la nuit, qu'est-ce qu'elle va y trouver, enfin... Non alors ça par contre j'adhère complètement, mais alors la romance elle m'a... Non, elle m'a écœurée. Et comme c'est le cœur de l'histoire, forcément c'est problématique. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire un petit peu vous quel a été votre ressenti dessus, parce que je sais que presque à 100%, que Emma de la Bouquinade, elle a bien aimé par exemple. Moi c'était clairement pas possible, donc comme quoi vous voyez, même en suivant Emma avec qui j'adhère vraiment beaucoup sur les lectures etc, je suis habituellement très raccord avec elle, bah il y a des lectures où des fois on peut être complètement avec des avis différents et c'est valable avec tous les lecteurs en l'occurrence, donc c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des lectures sur lesquelles je suis un peu plus mitigée ou dubitative, à voir vos retours. Et le dernier livre qui a été une déception pour moi cette année, alors j'ai plus le nom de l'autrice, il me semble que c'est une femme en tête parce que j'ai pas le livre avec moi, mais il se nomme White Smoke, il a été publié du coup chez Hugo dans la collection Stardust. C'est un livre qui se veut horrifique mais à destination plutôt d'un public young adulte. C'est-à-dire qu'on va suivre une jeune demoiselle qui a un petit frère, une maman, un beau papa, et du coup le beau papa il a une fille et vous avez un peu cette famille recomposée qui tente tant bien que mal de s'en sortir, et en cause des substances illicites, la famille va donc déménager et ils vont avoir une super opportunité parce que c'est une ville qui est en reconstruction etc. Ils veulent vraiment faire venir du monde, enfin bref, vraiment on a un truc posé sur un plateau en or, sauf qu'arrivée sur place, elle va trouver que le comportement de la belle-sœur commence à changer, elle va entendre des bruits, voir des choses, enfin elle est extrêmement perturbée et elle va presque l'impression de devenir folle finalement. Et c'est de cette manière que nous est dépeint le récit, et c'est ce que j'attendais, ok? Clairement, cette ambiance pesante etc, elle était là qu'à des petits moments, plus vers la fin, mais sur le restant du récit, pas tant que ça. Par contre les petits moments m'ont mis froid dans le dos. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée. Déjà la protagoniste c'est Marigold. Marigold, la jeune femme. Alors je peux imaginer, je peux tenter de comprendre ce que c'est que le rapport avec les substances illicites lorsque nous sommes accros et dépendants. Mais là elle a terminé normalement une nouvelle vie, il n'y a plus rien, elle peut plus s'en procurer, elle ne pense qu'à ça, c'est-à-dire qu'elle a tout dans la tête, un plan pour faire des plantations justement, des machins, des trucs, des bidules. Oh, on est en fait dans la tête d'une toxico, c'est ça le truc, et c'était pas du tout vendu comme ça, vous voyez où je veux en venir. Du coup ça m'a un petit peu gênée, d'autant plus la manière dont les protagonistes s'expriment. Alors j'ai conscience qu'ils sont jeunes, j'ai été jeune, d'accord, on dirait peut-être pas, mais je suis passée par cette phase de jeune.
Est-ce qu'on est obligé d'être vulgaire, obligé d'avoir autant d'argot, etc. C'était très lourd. Très lourd et moi ça me sortait complètement de ma lecture cette manière qu'avaient les personnages de s'exprimer pour le coup. Et tout ça, ça m'a bien duré au moins la moitié du récit, donc mine de rien, ça a été quand même assez majeur toute cette situation. Et le dernier élément qui m'a vraiment peiné dans ma lecture, et alors là par contre je pourrais pas aller dans les détails parce que ce serait vous spoiler, ça concerne la fin, la résolution de tout ceci, les explications et compagnie. Il y avait deux choix possibles. Il y a un parti pris qui a été fait de la part de l'autrice qui, je le reconnais, est surprenant, mais qui va complètement à l'encontre, de mon point de vue, de l'ambiance et du ton qui était donné. Voilà. Alors je sais que par exemple, vous voyez, Aurélie, elle avait kiffé ce choix pris et elle avait déjà vu ça dans d'autres films d'horreur, je crois, ou d'autres choses, et elle trouvait ça super intéressant. Et je le comprends, mais alors moi, elle me dit je comprends aussi que finalement c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce à quoi tu t'attendais et tout, et donc voilà, l'une et l'autre on comprenait les points de vue de l'une et de l'autre, mais en même temps, moi c'est pas... non, je voulais pas les choses comme ça, c'est pas logique. C'est entendable, mais c'est pas logique dans le récit. Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui m'ont dérangé. C'est mon premier Stardust où je suis aussi mitigée. Je l'avais acheté parce que justement avec Aurélie je pouvais aller à la soirée et je voulais le lire à tout prix avant d'aller à la soirée Stardust. Et donc du coup c'est l'un des seuls où j'ai dépensé mes sous à l'époque comme ça, spontanément, sans voir d'avis, let's go on y va. Et bah malheureusement voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave. Cette année je suis partenaire donc dans tous les cas il n'y aura pas forcément cette dépense d'argent. Mais j'espère pour autant faire de très belles lectures, ce qui a été le cas jusqu'à présent avec du coup ce sous-genre de la maison d'édition Hugo. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié regarder celle-ci, même si on est sur des déceptions, c'est des choses qui peuvent peut-être vous servir et vous aiguiller dans de potentiels futurs achats, futures lectures, parce qu'encore une fois, ces avis sont les miens, ils sont extrêmement personnels et j'ai essayé au maximum d'étoffer les raisons qui ont fait que pour moi ce sont des déceptions parce que ces raisons me sont propres mais ne vous concernent peut-être pas. N'hésitez pas à me mentionner dans la barre des commentaires également vos déceptions et vos abandons de 2023. Et sur ce, je vous retrouve mercredi dans la vidéo book mail du mois de janvier et vous allez voir que janvier, ça a été indécent, pas forcément mes demandes de service de presse, mais les cadeaux de la communauté ont été absolument gargantuesques. Gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous. Ciao!